Bonjour, bonsoir, amis Gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors, je te fais une petite vidéo. En fait, je vais te diffuser un petit reportage d'une gilet jaune comme une autre, mais qui symbolise vraiment. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié d'abord ce reportage. Et puis, évidemment, donc cette personne, Moon, gilet jaune de Paris, qui va te faire le récit de tout ce qu'elle a vécu. Et, euh, et tu vas voir, c'est édifiant, il y a tout. Il y a j'ai envie de dire, il y a de l'émotion, évidemment. Parfois, tu as envie de pleurer de rage avec elle. Mais tu vois justement les motivations d'une personne, voilà, d'une citoyenne comme tout le monde, et de ce qu'elle a pu vivre au niveau de l'oppression et de sa détermination qui n'a pas bougé. Et voilà, je pense que ce portrait, que peut-être certains ont déjà vu, hein, je suis désolé, je m'en excuse, mais pour ceux qui n'ont pas vu, ceux qui veulent comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le fond de ces gilets jaunes, et ben, je crois que vraiment là, ce portrait est tout à fait édifiant. Et voilà, et hommage, force et honneur à tous les gilets jaunes. Je mets ça en route, il y en a pour 28 minutes, hein, mais c'est un très beau récit, tu ne vas pas voir le temps passer. On va mettre du son, et voilà, et bon, bah, tout à l'heure, à la fin de ce reportage. Un podcast de France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. C'est une dame d'une cinquantaine d'années, vive et déterminée, un petit gabarit et un grand cœur, qui les jours de la semaine travaille dans 2 écoles maternelles où elle aide les enfants en difficulté. Mais c'est aussi d'une certaine façon une figure de la résistance, quasiment une icône, qui porte en elle quelque chose qui la dépasse, un combat sans relâche contre les injustices sous toutes leurs formes. Dans les manifestations, tout le monde la connaît. D'abord parce qu'elle est toujours là, déterre, motivée, qu'il vente ou qu'il pleuve, mais aussi parce qu'elle se distingue par un accessoire hautement symbolique, son parapluie arc-en-ciel. Or voici qu'un beau jour, ou plutôt un jour noir, Moon, c'est son nom, a été arrêtée et accusée de bien des maux, parmi lesquels celui d'être chef occulte des Black Blocs, comme si cette mouvance avait des chefs qui en plus se promèneraient à visage découvert sous un pépin de toutes les couleurs. Voici donc son histoire, l'histoire d'une femme pas comme les autres, par Leila Jikli, évidemment. Je m'appelle Moon, enfin tout le monde m'appelle Moon, on m'a toujours appelé comme ça depuis mon enfance, donc c'est un surnom qui est resté. Je suis née en Algérie et j'ai grandi, ma mère est pied noir, mais mon père a des origines espagnoles et turques, ma mère est franco-italienne. On est tous nés là-bas et on a grandi là-bas en fait. Mon père était dans la politique, il était ambassadeur et ma mère était professeure des écoles. Donc, je suis arrivée en France à cause de la décennie noire, en fait. Fin 92, début 93, je n'ai pas le souvenir exact. Mais c'était plus une fuite qu'un choix. Voilà. Alors, je suis militante depuis le 17-11-2018 où il y avait un appel national de manifester, de se mettre ce fameux gilet jaune pour être vu. C'est comme quand on est en voiture, quand on tombe en panne et qu'on se met en détresse et qu'on veut être vu, on veut être entendu. C'était ça la symbolique du gilet jaune de base. C'est comme si on était en panne sur le pas de côté et que tout le monde passe et ne s'occupe pas de ces gens-là, ne s'occupe pas de nous. Je trouvais la métaphore mais tellement, tellement forte, simple et forte à la fois. Ça me correspondait, c'est comme ça que j'avais envie de m'exprimer, c'est d'être dans la rue et être visible, de montrer un petit peu mon désarroi, ma colère et puis tout ce qu'on ressent quand il y a du mépris. Je ne suis d'aucun parti. J'étais sortie vraiment, vraiment dans un premier temps, surtout pour les retraites et pour cette injustice sociale où il n'y a pas de dignité dans le travail. On a perdu notre dignité dans le travail. La seule condition que je me suis imposée, c'est de me dire si tu sors, c'est pour pas t'arrêter. Si c'est pour aller 1 fois, 2 fois, c'est pas la peine. Décide bien. Donc, j'ai pris vraiment, vraiment beaucoup de recul par rapport à cette décision en me disant, si tu y vas, sinon tu restes chez toi.
le 12 décembre 2020, quand vous décidez de sortir pour manifester, vous êtes quand même aguerri. Vous vous préparez comment pour aller à cette manifestation? Donc, je sors avec juste un petit foulard jaune, un petit tissu, de rien du tout, mon petit manteau normal, mon petit sac à dos. Je me prépare comme les autres fois. J'ai mon fameux parapluie sur moi. Heureusement, il pleuvait ce jour-là, donc j'avais l'excuse qu'il pleuvait pour avoir le parapluie. Le parapluie multicolore qui est visible de loin parce que je le tiens vraiment point levé, très très haut. C'est important qu'il le soit et je le porte pendant 6-7 heures comme ça. À aucun moment, je le ferme. Je l'ouvre en début de manif et je vais le fermer en fin de manif. Le parapluie étant un symbole de paix, de protection, ça adoucit un petit peu cette violence. Toutes ces scènes de guerre avec les lacrymos, les nuages, en fait, c'est tellement violent. Et puis, il y a ce petit parapluie qui donne un petit peu, c'est le contraste. Il m'a protégé pas mal de fois de jets de lacrymos ou de bouteilles. J'en ai perdu beaucoup, hein. C'est pas le même depuis le début, hein. Je dois être à mon 12e ou 13e parapluie de toutes les couleurs. Symbolique de toutes les luttes qui me tiennent à cœur. Alors, je pars de chez moi, je rejoins Châtelet, mais j'ai le cœur lourd parce que la semaine d'avant, j'ai mon meilleur ami qui a perdu sa main à République. Je devais le rejoindre l'après-midi quand sa famille allait le visiter à l'hôpital. Et donc, je suis vraiment dans un état qui est différent de toutes les autres manifs que j'ai faites. Parce que c'était violent. Je connaissais déjà des personnes qui avaient perdu des mains. Sur les Gilets jaunes, il y a eu 32 éborgnés, 6 mains arrachées. Mais là, c'était mon ami. Donc, je ne pensais qu'à lui. J'arrive, je sors du métro, donc je croise un autre camarade que j'aime beaucoup et je fonds en larmes dans ses bras parce que je me suis retenue toute la semaine. C'est à ce moment-là que je lui dis, je la sens pas cette journée. Je me mets de côté, j'ouvre le parapluie et puis je m'avance, mais j'ai pas eu le temps d'aller très très loin. Je suis interpellée 3-4 minutes après mon départ. Ils viennent par derrière et en fait, je pense que c'est un copain qui vient me faire un bisou, une copine, parce que souvent, je connais beaucoup de monde, on se connaît tous quasiment. Donc, dans un premier temps, en fait, je me laisse même limite aller en arrière parce que je pense que c'est vraiment une accolade amicale. Mais je comprends tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas. En fait, je sens que je ne maîtrise rien du tout parce que, en fait, je perds conscience parce qu'on m'étrangle. Donc, je ne respire plus. C'est pas bien de prendre une manière de femme qui n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle était en train de causer au milieu, c'est rien du tout. C'est reçu. Il fallait m'extraire, donc ils ont violenté des gens apparemment tout autour. Il y a eu énormément de violence pour se frayer un chemin, pour venir dans une petite ruelle et je vois que je ne suis pas toute seule. Je vois qu'il y a 3-4 personnes qui étaient déjà là, d'où le fait que je n'étais pas inquiète. Je me suis dit, bon, on est dans la rue, j'ai été sûrement repérée depuis le début parce que je suis très visible, effectivement, de par mon parapluie. Je ne me cache pas, je ne fuis pas, je ne cours pas. Je me suis dit, forcément, ça allait me tomber dessus à un moment ou à un autre. Ça arrive à tellement de gilets jaunes d'être interpellés comme ça, de manière tout à fait aléatoire et juste pour faire du chiffre ou d'intimidation. Et ensuite, ils ramènent encore d'autres personnes, mais c'est très flou après parce que il y a trop d'allers-retours et puis je vois des gens lambda passer. Eux, ils avaient le droit de passer et tout ça. Et j'ai d'ailleurs 2 copines qui passent à ce moment-là, bras de ci, bras dessous, et à qui je fais un petit coucou. Et puis elle me dit, viens. Je dis, non, je ne peux pas, je suis interpellée. Elle fait, ah bon? Elle sera étonnée. Et moi, j'attends. Je ne comprends pas pourquoi on est coincé dans cette ruelle. Et puis, je pensais que c'était un contrôle d'identité. D'ailleurs, il me demande si j'ai ma pièce d'identité sur moi. Je dis oui. Donnez-la moi. Je vous épargne la violence verbale de ces gens-là parce qu'ils vous tutoient. Et puis, j'ai le droit à connasse. Ferme ta gueule. Donc, je vois qu'il part avec ma pièce d'identité et qu'il ne revient pas tout de suite avec. Et puis là, on est là, on attend. Je suis debout.
Ils ont voulu me plaquer à un mur, j'ai refusé d'être plaquée contre un mur, je suis restée au milieu et ils surveillaient mes faits et gestes, mais je vois qu'il y a certains qui sont menottés, pas moi. Et moi, je suis toujours dans l'état d'esprit, même si je trouve ça très violent, mais j'ai l'habitude de leur violence, que c'est encore un contrôle d'identité. Je comprends tout de suite que non, quand j'entends vous mettez tout le monde dans la bétaillère. Un bétaillère étant un grand camion qui ressemble à un bus. Je comprends qu'on va tous monter là-dedans et qu'on va au commissariat du 18e. Donc on monte dans la bétaillère tous, moi en dernier, où c'est des petites cellules ouvertes. Donc quand je suis claustrophobe, j'ai dit mais je peux pas rentrer là-dedans. Il y a une dame, une petite policière qui a été très très sympa, qui m'a dit la seule chose, rassurez-vous, si vraiment vous faites une crise de panique et tout, je peux ouvrir un petit peu ou demander qu'on arrête un petit peu et tout. Donc voilà. Je prends mes forces, je suis avec 2 filles que je connais. D'ailleurs, il y en a une qui a été interpellée en même temps que moi parce qu'elle a eu le malheur de tenir 30 secondes mon parapluie, le temps que j'ajuste ma veste. Donc on va dans le 18e. J'essaie d'appeler mon avocat, puis je comprends qu'il n'est pas là, donc je demande un autre avocat. Je ne veux pas un commis d'office. Donc on est dans une cellule, toutes les filles. Dans mon souvenir, on était 6-7. Donc ça se passe bien. On rigole plutôt en se disant, ben, soirée paella, les filles, ça va être trop bien et tout, parce que c'est généralement ce qu'ils donnent. Donc allez, les filles, ça va aller et tout ça. Donc et puis après, je comprends, il y a mon avocat qui vient, il me dit, mais en fait, pour vous, non, ça va être encore plus compliqué que vous imaginez. Vous allez aller à la sûreté territoriale dans le 19e. Je me dis, bon, peut-être parce que c'est le commissariat là-bas et tout ça. Et en fait, c'était sûreté territoriale terrorisme. Je suis donc emmenée avec la dame qui a tenu mon parapluie. On part dans une petite voiture où il n'y a que 2 policiers, on est menottés toutes les 2. Il y avait une musique, c'était Free Like a River. Et on se regarde toutes les 2 en se disant, mais quel paradoxe. J'étais tout sauf libre. Et donc on arrive là-bas, il y a déjà une fille qui est déjà sur place. Apparemment, ça a été la première qui a été interpellée, que je connais très bien, qui est dans les manifs depuis le début aussi. Donc, j'ai droit à la photo de profil, la prise d'empreinte, l'ADN. Puis je vois écrit sur le papier mon nom, mon prénom, parapluie arc-en-ciel, chef Black Bloc et chef des Ultras. Ultra, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais ce que c'est grâce à eux. Apparemment, c'est les gens comme les skins et tout ça qui viennent dans les stades. Et puis, je sens que c'est lourd comme ambiance. On sent que c'est assez grave. Pour eux, j'étais forcément la chef des Black Blocs. Donc, j'étais responsable de certaines blessures de leurs camarades, policiers ou peu importe qui. Donc, j'ai une toute petite cellule où il n'y a rien du tout. Moi, j'ai jamais fait de garde à vue de ma vie. Je n'ai jamais été interpellée, même pas pour un contrôle d'identité. Enfin, bref. Donc, je suis interpellée samedi, dimanche et lundi matin, je vois que ça se rallonge, c'est pas 24 heures. Et ensuite, il y a des messieurs qui viennent me chercher en me disant, ben, donnez-moi la clé de la petite dame, en parlant de moi. Ils sont en civil, c'est des OPJ. Et moi, je pensais que j'allais aller au tribunal. Je comprends qu'ils viennent chez moi lundi matin tôt pour une perquisition. Moi, je pensais que les perquisitions, c'était vraiment pour les cas mais extrêmes, quoi. Je suis la seule. Les 2 filles qui étaient là-bas, elles n'ont pas eu ça. Et on est 2 voitures. Il y avait cette urgence, ils étaient sur les passages vélos, ils respectent rien, pas les feux rouges. Pas... Et moi, j'étais complètement détachée. Je regardais les gens dans la rue et je me suis dit, j'aurais pu être cette femme-là dehors dans la rue, en train de voir cette dame dans la voiture et se dire, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire, quoi. Si elle est là, elle a fait quelque chose, forcément. C'était le vide total dans ma tête.
Et en fait, j'essaie de me détacher de ce qui se passe et ils essaient de rigoler, de faire des blagues, mais je suis, en fait, j'entends des brouhahas autour de moi. Je suis vraiment sonnée et puis, alors la chose la plus violente, c'est je peux pas en parler sans. En fait, on rentre, déjà, ils font exprès de se garer loin alors que j'ai vu qu'il y avait de la place en bas de chez moi. Je passe dans mon quartier avec les menottes au bas, mais la violence, vraiment, c'est de les avoir vus, de quelle manière ils ont sorti mon fils de son lit, mais c'était de le voir arriver là devant moi. Ils l'ont jeté sur le canapé comme s'il était coupable de quelque chose. Il essaie de me voir, il est myope, il n'a pas ses lunettes, il essaie de me regarder, mais c'est la seule chose que je leur pardonnerai jamais. Quand bien même j'étais coupable de quoi que ce soit. Je dis bien quand bien même. Je leur pardonnerai jamais. C'était très violent. Là, j'étais complètement déconnectée. Je me dis, j'arrive à comprendre que les gens sombrent dans la violence et dans la haine. Je peux le comprendre là, parce que on a touché à la chair de ma chair. Je suis dans la rue pour lui. Quand ma mère me dit souvent, pense à ton fils, reste chez toi, je dis non, c'est parce que j'ai un fils que je suis dehors. Je suis dans la rue pour lui. Ma mère, elle me dit, oui, mais si tu meurs, ça sert à rien. Mais si, il faudrait qu'il comprenne que sa mère s'est battue. Il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Et donc là, la perquisition commence. Et ils commencent à fouiller même sur le balcon. Ils ont été voir, j'ai des petites tortues qui étaient dans la paille. Elles étaient en train d'hiverner, ils ont quand même fouillé dedans, se disant, je sais pas, qu'il y avait rien, mais absolument rien, si ce n'est des pancartes de manif, des slogans, il y avait un bloc-notes où je notais tout et rien, il y avait des recettes et tout, ils l'ont pris juste parce que j'avais un autocollant qui sème la misère, récolte la colère, et juste pour ça, un carnet, des gilets, mes parapluies. Je suis collectionneuse de parapluies, j'ai une petite collection, pas sans prétention. Ils me laissent tous les autres parapluies, mais ils prennent juste les parapluies arc-en-ciel et le parapluie noir qui était à la maison, juste pour faire le lien, Black Bloc. Ils se sont même posé la question pourquoi j'avais des épingles à nourrice. Ça a été la grande question pour eux. Donc, je fais des bracelets brésiliens et c'est pourquoi j'avais des épingles à nourrice. Puis, j'avais des goupilles de grenades vides, de lacrymo. C'est un bout de plastique sans ramasser, je précise, par la propreté de Paris. Hein. Le soir, c'est ramassé. Généralement, je ramasse une ou deux par souvenir, par manif, et je mets la date, le lieu où je l'ai ramassé, et je mets ça dans un carton en souvenir. C'est des grenades vides. Il y en avait une, j'avais pas pris conscience parce que toute la partie en haut d'artifice était partie. Donc, en fait, ils me reprochent d'avoir eu une arme de catégorie A, une arme de guerre, en parlant justement de cette moitié d'acrymogène qui n'a pas pété. Et je sais qu'à ce moment-là, je les regarde en disant, en vrai, quand nous essayons d'établir depuis le début des Gilets jaunes que vous jetez sur nous des armes de guerre, vous n'avez jamais voulu reconnaître que c'était des armes de guerre. Et puis, voilà. Première audition, on m'explique qu'ils sont persuadés que je donne des codes avec mon parapluie pour que les Black Blocs attaquent, ils commencent à casser ou ils n'ont jamais eu besoin de moi. Comment ça se passe à Nantes, à Marseille, je suis pas là-bas, je suis pas partout. Hein. En fait, ça n'a pas de sens. Je me dis oui, vous êtes le repère pour qu'ils se réunissent autour de vous et tout ça. En fait, ils savent où se positionner grâce à vous. Ils sont persuadés que c'est mon parapluie. J'ai eu d'autres repères. J'avais un drapeau jaune, on ne me l'a jamais reproché. Et Dieu sait que j'étais aussi visible qu'avec mon parapluie. Moi, je ne suis pas sortie dans la rue pour être invisible. Donc, comme ils ont tout le temps arraché mes gilets jaunes et qu'il y en avait 2 ou 3, j'y tenais vraiment, je les gardais à la maison, je ne sortais plus avec parce que je ne voulais pas qu'on me les arrache. J'ai toujours eu sur moi soit des pancartes, soit des drapeaux pendant 1 an. Et puis là, depuis 3 ans, le parapluie multicolore qui est visible de loin parce que je le tiens très haut. Je le porte tout le temps comme ça. Moi, j'ai rien à cacher. C'est pas, si les Black Blocs qui se mettent derrière moi, ça, c'est votre travail, c'est pas mon travail.
Je vais pas leur dire, bah non, venez pas là, les gars. Et tout. Oui, mais pourquoi vous êtes tout le temps à proximité? Bah, pour la simple raison qu'ils viennent se réunir tout le temps à ce moment-là parce ils ne marchent pas avec les syndicats pour la simple raison que les syndicats ne veulent pas de ces gens-là. Ils étaient persuadés aussi que tout ce que je ramassais, alors qu'il y a des dates dessus, de goupilles, des petits trucs et tout, que c'était pour repartir en manif avec, pour les jeter sur eux. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens ce que vous me dites, en fait. J'ai dit, il n'y a qu'à se baisser en manif pour trouver ce qu'il faut pour jeter, tellement on en a toute la journée. Et, je vous assure, des goupilles, mais vous en trouvez à la pelle. Ridicule. Donc, en fait, je reviens au commissariat, ils me remettent en cellule et j'apprends que le soir, on part au TGI. Et je comprends que je passe le lendemain et que je vais voir la juge pour une mise en examen. Et bien, figurez-vous que même si j'ai compris que c'était grave, et ben, la mise en examen dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, si c'est peut-être minimiser le choc, j'étais en mode, bon, je vais avoir un rappel à la loi demain. Parce que pour moi, l'histoire, elle était tellement ridicule que ça ne pouvait pas en arriver là. J'entends mise en examen, mais je ne réalise pas la gravité. Et donc, j'arrive au TGI le soir. Le lendemain, ils viennent me chercher en cellule, je ne sais plus à quelle heure. Je ne sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Je passe avec la juge. Donc, j'arrive et je vois un dossier mais immense et je comprends que c'est le mien. Très haut. Je ne comprends pas ce qu'il y a dedans. Des photos de ce qu'ils ont trouvé sur mon portable, autant vous dire rien. Des photos de manifs que je ne cache pas. Des flyers de syndicats, enfin tout ce qu'ils ont trouvé chez moi. Ils ont fait des photocopies de tout, des 2 LBD qu'ils ont trouvé sur ma table de nuit. Autant dire qu'ils n'étaient pas cachés, ceux-là. D'ailleurs, tout le reste n'était pas caché, c'est juste que c'était rangé dans un carton. Et puis elle me dit, oui, on n'arrive pas à joindre votre avocat. Elle me fait croire qu'ils n'ont pas réussi à avoir mon avocat, sauf qu'ils ne l'avaient pas du tout appelé, c'est pas vrai. Donc, en fait, elle est en train de m'expliquer, grosso modo, que j'allais retourner en cellule et puis que si elle avait le temps pour moi, elle reviendrait vers moi vers 15h si elle a le temps. Donc, en fait, dans ma tête, c'est waouh, c'est reparti. Et en fait, au moment où elle commence à me notifier mes chefs d'inculpation, il y a mon avocat qui arrive et on comprend qu'elle ne l'a pas appelé. Enfin, elle lui fait bien comprendre, elle lui dit, bon, écoutez, normalement, je n'ai pas le droit de vous recevoir parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à lui parler de ses chefs d'inculpation et tout ça, ça n'a pas lieu. Mais, soi-disant, exception, d'accord, ok, parce que je viens juste de commencer, vous êtes arrivé vraiment, vraiment pile. Mais lui, on sent qu'il force le passage. Je ne sais pas comment il a compris que j'étais là-bas. Elle commence à me donner mes chefs d'inculpation. Regroupement en vue de commettre des violences envers les agents de l'État. Soupçonné d'être chef de Black Bloc, donnant les ordres pour qu'ils commencent à casser et taper et tout ça. Et puis, détention d'armes de catégorie 1, la fameuse goupille de lacrymo qui n'a plus de détonateur, qui n'a plus rien. C'est juste impossible qu'elle éclate, il n'y a plus rien. Alors, en tout et pour tout, j'ai fait 75 heures de garde à vue. Donc voilà, je sors au bout de 75 heures et vidée et j'ai l'impression d'être sortie d'un sèche-linge en fait. Je pense qu'on est abasourdi, on est sonné. Il n'y a pas de mots. Je ne trouverai jamais de mots assez forts pour vous dire ce que j'ai ressenti. J'étais pas humiliée parce que je suis fière de mon combat. Je suis pas humiliée parce que j'ai fait de la prison pour cette raison-là. Non, je n'avais pas de sentiment d'avoir été humiliée, salie et tout, parce que je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis dans la rue. Je n'ai rien à prouver à personne, même pas à la justice. Je n'ai rien à prouver à personne. Le regard de mon fils me suffit. J'ai voulu reprendre le travail tout de suite le lendemain de ma sortie. Et au moment où j'ouvre ma porte, j'entends une sirène de policier ou d'ambulance, je ne sais pas. J'entends une sirène qui passe et là, je suis tétanisée. Je ne sors pas. Je ne peux pas sortir. Et là, c'est ma fierté qui prend un coup.
de me dire comment j'ai pas pu me relever de ça. J'ai dit que je serais jamais à genoux. Mais j'ai rebondi et je me suis motivée. Et puis le lendemain, j'ai repris le travail. Très compliqué parce que je l'ai toujours vécu comme ça quand je revenais de mes samedis de manif et de reprendre le travail le lundi et de me dire il y a 2 mondes dans un même pays. Il y a des mondes parallèles. C'est-à-dire que moi, je sortais de scènes de guerre et j'arrive au travail et je les regarde dans leur vie et je me dis, est-ce que le problème c'est moi ou c'est eux? Est-ce que c'est moi qui suis trop extrême dans ma lutte et je me suis déconnectée parce que ça peut être ça aussi. Je suis tellement impliquée dans ma lutte que le problème, ça peut être moi. Ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit en manifestation. Et moi, j'ose pas les déranger avec ce que je vis en manifestation. Là, ma dernière interpellation, ils l'ont su parce que j'ai pas pu venir au travail surtout. Et j'ai besoin d'avoir un lundi et un mardi pour revenir vers eux. C'est-à-dire, j'ai des absences. Donc, j'ai une période de dépression pas profonde, mais où je n'ai juste envie de rien et puis lasse de tout. Tout m'exaspère, j'ai la patience de rien. Et puis, j'ai vraiment un regard encore plus critique sur les gens qui font rien. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si on s'y mettait tous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je me bats contre un système qui est violent et je subis cette violence sans pouvoir rien faire. Et moi, j'étais dans cette dynamique de lutte, j'étais dans cette dynamique de rien lâcher. Et puis, du jour au lendemain, c'est comme si on avait coupé et que je suis un ballon dans l'air et en train de flotter sans raison. C'est-à-dire, je vais au gré du vent, alors que c'est toujours moi qui ai géré mon vent. C'est quelqu'un d'autre qui a le monopole sur moi. Votre vie vous échappe, elle ne vous appartient plus. Vous sentez que vous êtes dans un engrenage et que vous n'allez pas en sortir. La preuve, on est en 2023, j'y suis encore. Il y a tellement d'informations, mais complètement bidons. Mais comment on peut monter un dossier avec ça? Parce que c'est des suspicions, c'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, ils n'amènent les preuves de ce qu'ils avancent. Mais au jour d'aujourd'hui, là, je suis avec un autre avocat depuis 2 ans maintenant. En fait, on me demande d'amener des preuves de ce qu'ils m'accusent, mais eux n'apportent pas de preuves de leur accusation. Mais comment vous voulez prouver que vous n'êtes pas chef? De toute façon, ils ne vous croient pas. Nos vidéos n'ont pas de valeur. Même si vous prouvez, même si vous montrez que la personne vient d'être mutilée ou qu'elle s'est pris le LBD en plein visage, c'est ce qui s'est passé avec Manu, mon ami, qui a perdu son œil à Place d'Italie. On la voit sur la vidéo qu'il est debout en train de discuter avec sa femme et un copain. Et on voit qu'il prend un projectile, c'était une lacrymo, et qu'il perd son œil. Et nos vidéos ne sont pas recevables. Donc, j'ai été interdite par la suite de 11 mois d'interdiction de manifester. Mais elle a été levée grâce à mon avocate. Donc, depuis combien de temps vous pouvez Alors, j'ai repris octobre 2021. J'ai été interpellée en décembre et il me semble que j'avais le droit de revenir en manifestation, ce que j'ai fait le premier jour. Dès que ça a été levé, j'ai repris le terrain tout de suite, le jour même, avec mon parapluie. Je ne peux pas leur donner raison, c'est tellement absurde. En fait, si j'arrête pour me protéger de le prendre pour pas comme on bête, c'est quelque part leur donner raison. Donc, je n'ai pas de casier judiciaire, sinon je n'aurais pas le droit d'être… moi, je suis contractuelle et je travaille aussi pour l'académie, donc je n'aurais pas eu le droit de continuer. Donc, pour l'instant, non. Je suppose que je suis fichée S, mais la plupart des gilets jaunes le sont. Je ne suis pas une nouveauté. Donc, après, apparemment, il y a des grades. Ça va de S1 à S16. Alors, pour rigoler, c'est ce que j'ai sorti la dernière fois à une copine. J'ai dit, moi, je dois être S16 Pokémon parce que c'est tellement rigolo, ça n'a pas de sens, en fait. Donc, je pense être fichée. On n'a pas de certitude par rapport à ça. Et puis, je m'en fiche parce que ça ne changera rien. Donc, on attend du procès. On attend la date du procès. Donc, voilà. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution sounds.
mothers standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a river. C'était La femme au parapluie arc-en-ciel, un reportage de Leila Jitli réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à David Libeskin ainsi qu'à Colline Bouillon. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Rita. Voilà, les amis, une gilet jaune comme les autres, comme une autre. Cette histoire est pour moi très belle, très significative, hein, et de la nécessité du combat et des injustices évidemment criantes que les gilets jaunes ont subies, et de la détermination évidemment des gilets jaunes qui restent gilets jaunes et qui continueront, qui seront là toujours aux grandes heures à venir de l'histoire de France. Voilà, force et honneur aux gilets jaunes, force et honneur à tous les blessés, à tous les prisonniers, force et honneur aux familles de ceux qui sont décédés sur les ronds-points, à tous ceux qui ont subi une injustice, des gardes à vue, des coups de matraque, des gazages. On lâche rien, les amis, on lâche rien.